J'ai le fils de mon premier client qui a 12 ans avec ses copains, tu vois. Ils se sont réunis, ils ont demandé à sa grand-mère une dizaine d'euros, ils sont allés acheter du sucre, de la farine, etc. Ils ont fait des gaufres, ensuite ils ont fait du porte-à-porte dans tout le village, tu vois, en vendant des gaufres 5 euros. Ils sont revenus, ils avaient fait une 60aine d'euros. Ils avaient compris du coup cette mécanique économique. Rémi de Truchy de Varennes. Je suis ingénieur de formation initialement. J'ai différentes sociétés dans le monde financier, du logiciel à la formation. Je suis également l'auteur de la chaîne YouTube Parlons Long Terme. T'es un très bon investisseur en bourse. Moi, je peux l'affirmer puisque Rémi est mon mentor. Pour moi, l'association, c'est le levier d'enrichissement le plus rapide que tu puisses avoir. Mon patrimoine a fait x10 l'année dernière grâce à une association. 80% de tes résultats seront associés au fait de faire la même chose pendant une période de temps très très longue et avec beaucoup de résilience. Les 10 millions sont déjà aujourd'hui quasiment assurés sur une perspective de 20 ans et c'est de mettre en place des éléments qui permettront de créer de la valeur ajoutée et viser les 100. Est-ce que tu penses que toutes les entreprises suivent cette phase-là, c'est-à-dire qu'elles terminent toutes en déclin total ? Oui. Bienvenue sur Finfluence, le podcast qui donne la parole aux acteurs majeurs de la finance moderne. Aujourd'hui, j'accueille Rémi de Truchy de Varennes. Je suis très content de t'accueillir, Rémi. Merci d'être venu. Est-ce que peut-être tu pourrais t'introduire à ceux qui ne te connaissent pas encore ? Oui, donc je m'appelle Rémi. Je suis ingénieur de formation initialement. Aujourd'hui, je suis titulaire de la certification AMF. J'ai différentes sociétés dans le monde financier, du logiciel à la formation, en passant par un petit peu de conseil en gestion de patrimoine indépendant. On a vocation également à créer un family office en 2024 qui est en cours de construction. Je suis également l'auteur de la chaîne YouTube Parlons Long Terme, du média Parlons Long Terme, puisque aujourd'hui, via nos différents réseaux sociaux, on accumule plus de 60 000 followers, et également l'auteur du livre Enseigner l'argent à vos enfants, et un nouveau livre est en cours d'écriture au sujet des small cap value. Ah, voilà. On a déjà une exclue en direct. C'est vrai, bon, exclu, tout à fait. Bah écoute, merci pour cette présentation. Effectivement, Rémi, tu as un petit peu cette double casquette puisque tu es un très bon investisseur en bourse. Moi, je peux l'affirmer puisque Rémi est mon mentor. Donc très bon investisseur en bourse, spécialisé aussi dans les small cap value. Et à côté de ça, tu as aussi cette casquette d'entrepreneur. Tout à fait. Est-ce que tu pourrais un petit peu nous parler de ça en fait déjà, peut-être une question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'il vaut mieux en tant qu'entrepreneur investir en société ou investir en individuel ? En tant qu'entrepreneur, bien évidemment, il vaut mieux investir en société selon moi. L'impôt sur l'individu est croissant depuis un demi-siècle. L'impôt sur les sociétés est décroissant. Plus de ça, on parlera potentiellement d'expatriation, etc. Mais bien évidemment que posséder son patrimoine par le biais de personnes morales est aujourd'hui quelque chose de plus optimal. C'est également, ça permet de se sécuriser, ça permet de mieux diversifier, ça permet de jouer sur la valorisation de nos actifs. On peut activer du levier bancaire plus facilement, à différentes échelles aussi, en travaillant notre historique comptable, etc., etc. Donc, c'est en effet quelque chose de très intéressant que d'utiliser des sociétés pour faire grossir son patrimoine, tout à fait. Ok. Quelles sont les différentes manières d'investir en société ? Alors là, il y en a plusieurs. Tu peux investir en société dans toutes les classes d'actifs. Tu peux investir en société par le biais de sociétés civiles immobilières. Tu peux investir en société par le biais de holding. Tu peux investir en société via de la croissance externe, en rachetant des concurrents, en rachetant des fournisseurs, en rachetant des entreprises synergiques à ton entreprise actuelle. Tu peux investir en société de différentes manières. Je distingue vraiment 3 principes d'allocation de capital majeurs finalement quand on parle d'investissement en société: l'allocation de capital interne, l'allocation de capital actif et l'allocation de capital passif. Quand on parle d'allocation de capital interne, on parle plutôt de l'investissement qu'on fait au sein de sa société, en R&D, en SEO, en tout ce qui s'attrait du coup à l'acquisition notamment et au développement de vos produits. L'allocation de capital externe, là on va parler justement de croissance externe, d'achat de concurrents, de fournisseurs, etc. Et ensuite il y a l'allocation de capital passif. Et à ce niveau-là, selon moi, il n'y a que 2 vrais leviers. C'est la bourse et l'immobilier. Enfin, bourse, j'entends investissement dans des entreprises de manière passive, donc par le biais de fonds. Après, il peut y avoir également du private equity, mais globalement, bourse, immobilier pour simplifier la chose. Ok. Et toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais pour tes sociétés ? Je reste dans mon cercle de compétences. Aujourd'hui, 100% de mon patrimoine au travers de mes sociétés est investi en bourse. Parce que j'ai eu la chance d'être mentoré par les meilleurs gestionnaires de fonds du monde dans la thématique des small cap value, qui est une vraie passion. J'adore analyser les sociétés, j'adore comprendre ces principes-là et les mettre en application aussi moi-même dans le monde réel.
Ça, c'est ma casquette un petit peu entrepreneur, dont je parle finalement assez peu sur les réseaux sociaux, mais qui est en effet bien développée et que tu connais. Mais du coup, pour ce qui est de la bourse, je suis complètement passionné par les small cap value. C'est selon moi le seul lieu dans lequel on peut faire la différence en tant que particulier ou en tant que petit porteur professionnel par rapport à des institutionnels établis. Et c'est donc pour ça que j'ai choisi cette classe d'actifs. Et c'est vraiment dû au fait que j'ai aussi développé une réelle expertise à ce sujet. J'ai développé des logiciels à ce sujet. J'ai un réseau conséquent à ce sujet. En revanche, si j'avais un réseau conséquent dans l'immobilier, des connaissances comme certains de mes clients peuvent avoir, et un réseau également, tu vois, bancaire ou autre, je me serais structuré différemment et j'aurais fait les choses différemment. Donc ça dépend réellement de ton cercle de compétences et du réseau que tu as autour de toi. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution de ce point de vue-là. Il n'y a que du savoir et finalement il n'y a que du réseau finalement à ce niveau-là. C'est vraiment tes compétences qui vont faire la différence vis-à-vis des choix que tu vas faire sur ton pôle allocation de capital passif, de mon point de vue. Ok. Et quelqu'un, par exemple, qui a aucune connaissance ni en bourse ni en immobilier, qu'est-ce que tu lui préconiserais s'il veut faire de l'allocation de capital passif? C'est une bonne question. Ça dépend vraiment. En fait, ça va dépendre de plein de paramètres. Toutes les situations sont différentes. Si tu es à l'étranger et que tu ne peux pas du tout activer de levier bancaire, sans aucune connaissance, etc., bien sûr qu'une gestion indicielle peut être pertinente. Maintenant, ça a ses défauts. Si tu es en France, ça peut également être pertinent, sachant que tu vas pouvoir... D'ailleurs, même à l'étranger, hein, tant que tu restes en Europe, activer par exemple du prêt lombard ou autre. Mais l'immobilier peut être aussi très intéressant si c'est synergique avec ton corps de métier, si tu peux bien faire levier sur la base de l'historique comptable que tu construis via tes sociétés. Donc, ça dépend réellement de ta situation finalement. Il n'y a pas de réponse toute faite à cette question de mon point de vue. Ok. Je suis désolé. Non, mais c'est bien. Tout le monde a besoin d'entendre cette réponse. Au niveau t'as parlé de 3 types d'allocation de capital. Donc, c'est-à-dire de gestion de la trésorerie. Laquelle tu préconiserais pour quelqu'un qui débute, pour quelqu'un qui a déjà... est-ce qu'il y a une sorte de règle, c'est-à-dire, est-ce qu'on privilégie une situation plutôt qu'une autre dans un cas ou pas? C'est une bonne question. Selon moi, il n'y a pas de règle, mais par contre, il n'y a pas de règle parce que cela dépend de tes objectifs. Si tu as un objectif de performance à court terme en matière d'allocation de capital interne, il faut privilégier des modèles extrêmement scalables comme l'acquisition payante via de la publicité. En revanche, si tu as un but de croissance à long terme, il est préférable d'investir typiquement dans du SEO qui, à long terme, induira des coûts d'acquisition client décroissants. Ça, c'est pour le pôle allocation de capital interne. Pour le pôle allocation de capital actif, si tu as un business qui peut réellement profiter de la synergie d'autres business que tu peux racheter, ça peut être intéressant. En revanche, si tu as une dynamique de conglomérat avec des actifs indépendants, ce que certains de mes amis ont, à ce moment-là, tu vas pas forcément chercher de la synergie dans la croissance externe que tu vas te mettre à initier. Et pour le pôle allocation de capital passif, on en a déjà parlé, ça dépend réellement de ton cercle de compétences ou de celui de tes proches. J'ai un ami qui, par le biais initialement d'une société d'e-commerce, a levé plus de 6 millions de dettes en France et a acheté plus de 100 lots immobiliers. Et ça, il l'a fait parce que son frère est un professionnel de l'immobilier. Et donc, il avait dans son cercle proche un professionnel, quelqu'un à qui il a pu complètement déléguer la construction de son patrimoine immobilier en faisant levier finalement sur l'historique comptable qu'il avait pu constituer grâce à une société en France. Ce qu'il n'aurait d'ailleurs jamais pu faire à Dubaï. Dubaï a plein d'avantages en matière d'expatriation, mais la France reste un réel paradis bancaire. Intéressant, je pense qu'on reparlera d'expatriation juste après. Là, tu es en train effectivement d'aborder le sujet de l'association parce que il y a son frère qui a une expertise en immobilier, lui a du cash en gros et a la possibilité d'avoir un gros levier bancaire. Quelle est ta vision de l'association au niveau d'une entreprise? C'est une autre très bonne question. Pour moi, l'association, c'est le levier d'enrichissement le plus rapide que tu puisses avoir. Mon patrimoine a fait x10 l'année dernière grâce à une association avec mes 2 associés qui m'a permis de créer extrêmement rapidement du coup le logiciel Value Investing Trainer. Et sans mon association avec Timothy et Estelle, ça n'aurait pas du tout pu se faire aussi rapidement. On va déployer cette solution en marque blanche dans d'autres pays par le biais d'associés aussi. Et en s'associant avec du coup d'autres partenaires dans des pays différents, dans des langues différentes, ça nous permet d'aller extrêmement vite. L'association, c'est réellement un facteur énorme un vecteur d'enrichissement. C'est vraiment un catalyseur finalement d'enrichissement, l'association. Bien évidemment, on peut faire des erreurs, c'est
extrêmement difficile, c'est de la relation humaine, donc il y a plein de paramètres à prendre en compte. Mais si on est prêt à prendre ces risques-là, si on arbitre bien ce risque-là, et qu'on prend conscience de tout, de tout tout ce à quoi il faut faire attention quand tu t'associes, c'est vraiment un véhicule d'enrichissement énorme. De la même manière, le family office qu'on va probablement créer du coup avec Par long terme en 2024, je ne vais pas le créer moi tout seul. J'ai une expertise qui est la mienne dans les small cap value et dans le fait de faire croître des entreprises rapidement, en tout cas de 0 à 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Ça, c'est une expertise que j'ai, je l'ai démontré. Mais par contre, aller vers établir des partenariats bancaires, des partenariats avec des assurances vie luxembourgeoises pour donner accès à des prêts lombards à mes clients, etc. Tout ça, je ne l'ai pas comme expertise. Ce n'est pas une expertise que j'ai. Et du coup, je suis encore actuellement en train de démarcher un excellent CGP senior qui a déjà tous les agréments, etc., avec qui m'associer pour pouvoir proposer toute cette solution-là et pour pouvoir gagner du temps. C'est vraiment un vecteur excellent pour gagner du temps, l'association, finalement. Et puis, pour gagner aussi en expérience, pour capitaliser sur l'expérience d'autres personnes, etc. Donc, j'adore. Hein. C'est un modèle que j'aime beaucoup. Et aussi, ça permet de, sur Value Investing Screener aujourd'hui, nous sommes 3. Et si, pour une raison ou une autre, je tombe dans le coma pendant plusieurs mois, la boîte continuera à tourner parce que j'ai d'autres associés. Alors que sur une de mes boîtes où je suis tout seul, l'intuitu personnel est extrêmement fort, je gère beaucoup trop de choses. Aujourd'hui, j'en ai délégué une bonne partie, mais tout de même, qui fait que s'il m'arrive quelque chose, cette boîte aurait un chiffre d'affaires qui serait bien plus impacté que le chiffre d'affaires de Value Investing Screener si il m'arrive quelque chose. Donc c'est aussi un bon moyen d'antifragiliser une société et de mettre dès le début une dynamique dans laquelle tu réfléchis en tant qu'actionnaire pour sortir du business à terme. Et ce qui est essentiel, hein, tu deviens riche parce que tu fais, mais tu construis réellement une fortune parce que tu possèdes. Et mon but, c'est de posséder des parts d'un maximum d'entreprises qui apportent une vraie valeur ajoutée, que j'apprécie, dans lesquelles j'ai été à l'initialisation au niveau de la stratégie, etc. Mais ensuite, une fois que j'ai fait ma partie, il y a des gens bien mieux que moi pour les amener de 1 à 10, par exemple. Ok. Bien meilleur que moi. Comment sont structurées justement tes sociétés aujourd'hui ? Alors, il y a du confidentiel, il y a du moins confidentiel. Le moins confidentiel, c'est qu'aujourd'hui, j'ai 2 sociétés qui sont en Estonie. Et ensuite, on est en train de développer d'autres types d'actifs en France et dans d'autres pays européens pour maximiser la valeur du groupe qu'on a vocation à créer. Mais ça fait partie des données qui sont encore aujourd'hui confidentielles et dont je ne me permettrai pas de parler. Enfin, ok. Tu connais certains des détails, mais je n'en parlerai pas ici. Je suis désolé. En parlant de données un peu sensibles, est-ce que tu pourrais nous donner peut-être une estimation de ton patrimoine, si tu souhaites nous la partager ? Alors c'est toujours délicat, surtout en France. Déjà, je vais distinguer 2 choses, le patrimoine liquide et le patrimoine valorisable. Parce qu'aujourd'hui, du coup, j'ai une bonne partie de mon patrimoine qui est en bourse, mais en revanche, je possède également des parts de plusieurs logiciels qui ont une certaine valeur aujourd'hui. Donc, je dirais en patrimoine liquide, qui est intrinsèquement corrélé à toutes les liquidités qu'on a dans les sociétés, plus placées, plus ma liquidité perso, plusieurs centaines de milliers d'euros. Et en patrimoine valorisable, on a dépassé largement le million d'euros cette année. Bravo déjà pour ce parcours. Est-ce que, justement, là, tu as eu un sacré parcours à la fois en tant qu'investisseur, à la fois en tant qu'entrepreneur. Est-ce que déjà tu penses que être un investisseur en bourse et pousser ses connaissances en investissement en bourse permet d'être un meilleur entrepreneur ou pas du tout ? Est-ce que c'est totalement décorrélé pour toi ? Alors, je pense que c'est la grande phrase de Warren Buffett, être un bon businessman a fait moi un meilleur investisseur et être un bon investisseur a fait moi un meilleur businessman. Et je trouve ça fondamentalement vrai. Des choix qu'on a pu faire, des choix stratégiques qu'on a pu faire, comme le fait de lancer Value Investing Screener en lifetime offer, le fait d'investir dans du SEO plutôt que dans d'autres choses, etc., sont des choix que je n'aurais jamais fait si je n'avais pas la vision investisseur dans ma boîte, si je ne regardais pas comme première métrique finalement mon coût d'acquisition client à 5 ans et ma LTV à 5 ans, plutôt que de regarder un coût d'acquisition mensuel ou en raisonner mois par mois ou trimestriellement comme certains. J'ai des OKR à 5 ans, à 10 ans. Et ça, c'est un raisonnement que tu apprends à avoir en bourse, parce que si tu commences à regarder tes performances de manière journalière ou même annuelle dans l'écosystème des small caps, ça va être compliqué. Tu vas le vivre d'une manière très difficile parce que c'est
une classe d'actifs extrêmement volatile. Et le business, ça l'est aussi. Il y a des cycles, et d'ailleurs, nos deux business respectifs, en tout cas pour mes sociétés qui sont associées à l'écosystème boursier, ces business-là ont des performances intrinsèquement corrélées aussi à l'état du marché. C'est-à-dire que quand le marché repart à la hausse, les gens sont friands des solutions que tu proposes. En bear market, c'est plus difficile. Et c'est pareil pour tout le monde dans ce marché-là. Et ce n'est pas grave, ce sont des cycles. Il faut être prêt à les vivre. Mais non, je pense sincèrement que le fait d'être un bon investisseur t'amène à raisonner d'une manière différente au niveau de tes états financiers. C'est-à-dire quand je vais regarder les états financiers de ma boîte comme je regarde les états financiers d'une société cotée en bourse. Et c'est super important de regarder ça comme ça. J'ai un dashboard où je traque le cash que j'ai dans ma boîte, les actifs, tout ce que j'ai investi en bourse au sein de via ma boîte, et le total, donc cash sur les comptes plus actif, parce que c'est finalement l'actif net de la société, et vu qu'il n'y a pas de passif dans ma société actuellement. En fait, ce sont les capitaux propres de ma boîte. Et ce que je cherche à voir, je me fous de l'évolution du chiffre d'affaires. La croissance des ventes, le rendement du capital est plus pérenne que la croissance passagère des ventes. Et c'est réellement un point qui est essentiel à comprendre. Et ce que je cherche à édifier au sein de mes boîtes, c'est un capital qui est conséquent et qui résistera au temps, sachant que pour le coup, les flux associés à mes ventes sont beaucoup plus passagers. Enfin, je ne sais pas si je vendrai encore des produits tels que je les vends aujourd'hui dans 15 ans. En revanche, je suis sûr que le patrimoine que j'aurai édifié continuera à me verser plus de 9% de dividendes. C'est justement, c'est un sujet hyper intéressant. À partir de quel moment tu conseillerais à un entrepreneur de commencer justement à avoir cette allocation de capital externe, donc par exemple en bourse ou en immobilier? De la même manière, je vais distinguer trois stratégies d'allocation de capital. Je distinguerai réellement quatre phases finalement dans la vie d'une entreprise, dans le cycle de vie d'une entreprise. La phase de démarrage, la phase de croissance, la phase de stabilisation et la phase de déclin. Je pense qu'en phase de démarrage, bien évidemment, il faut tout réinvestir dans sa société pour commencer à faire des ventes. Mais à partir du moment où on commence à accuser de la croissance, il faut allouer 20% de ses flux de trésorerie à l'allocation de capital actif ou passif, ne serait-ce que d'initier la démarche. J'ai eu la chance de conclure des deals fabuleux avec des partenaires. Et ce qui était à la source de ces deals-là, c'était que je leur ai fait une proposition de rachat qu'ils ont refusé, mais ça m'a permis de nouer un lien avec eux, qui m'a permis ensuite d'aboutir à un partenariat, notamment pour notre logiciel Value Investing Screener. Et c'est des choses que je n'aurais jamais fait si je n'avais pas cette petite lumière, cette petite envie de les racheter, cette petite voix qui me disait mets en place des choses pour ton pôle allocation de capital actif. Et donc voilà, donc si on est en phase de croissance, mettre 20% de ses flux de trésorerie. À partir du moment où on arrive sur de la stagnation, 50% allocation de capital actif et passif. Et en phase de déclin, il faut mettre tout ce qu'on peut, quoi. 80% sans problème, laisser un petit peu 20% dans la boîte en allocation de capital interne pour que ça tourne. Mais il faut si la boîte est en déclin et qu'elle n'est pas sauvable, il ne faut pas avoir le syndrome de sauveur ou que sais-je. Ouais. Il faut accepter de passer à autre chose aussi, quoi. Aucun stratège n'a sa stratégie gravée dans le marbre. Tu survis en étant en mouvement. C'est tous les grands principes de Nassim Nicolas Taleb. Et c'est essentiel de rester en mouvement. Ok, très bien. Donc effectivement, oui, dans la phase de... est-ce que tu penses que toutes les entreprises déjà suivent cette phase-là, ces quatre phases-là, c'est-à-dire qu'elles terminent toutes en déclin total? Oui. Ok. Donc en fait, quoi qu'il arrive, il faut mettre en place des choses. Si je résume un petit peu ce que tu as dit pour être sûr de bien comprendre, on a trois types d'allocation de capital. L'allocation de capital interne, donc en fait, c'est le fait de réinvestir ses sous dans l'entreprise, globalement sa trésorerie, donc dans la R&D, dans le SEO, etc. L'allocation de capital active, qui est le fait, en fait, c'est de l'acquisition, c'est-à-dire qu'on va acquérir d'autres actifs externes, externes, mais qui vont nous servir pour notre entreprise. Et ensuite, l'allocation de capital passive, qui elle va être totalement externe, donc de la bourse ou de l'immobilier. Qui va te permettre de constituer finalement vraiment le capital de ta société qui aura un rendement propre, même le jour où tu ne feras plus de vente. Et ça, c'est un point qui est essentiel. Beaucoup de gens se posent la question de comment construire leur société pour la revendre. Mais j'ai envie de dire 80% des business ont des multiples à la revente qui sont, pour pas dire 90% des business, ont des multiples à la revente qui sont juste nuls. Très peu sont les business qui se valorisent plus de 5 fois ton EBITDA. Et globalement, tu as les boîtes de logiciels et les boîtes de MLM. Sinon, sur des business qui font moins de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est très rare.
Alors, à part si tu fais l'objet d'une acquisition par tes concurrents ou que tu fais une levée de fonds communautaire ou que sais-je, mais sinon c'est très très rare. Et de ce point de vue-là, l'entrepreneur qui se focalise sur la constitution de son capital plutôt que de se focaliser sur la croissance passagère de ses ventes en espérant la revente, aura finalement au bout de 10 ans accumulé beaucoup plus de patrimoine que l'autre entrepreneur. Et si au bout de 10 ans, il continue à faire, par exemple, 1 million par an, mais qu'il a accumulé 5 millions d'euros de capital, ces 5 millions d'euros à 10%, c'est 500 000 euros par an. Et si il avait une marge nette de 20%, il a juste un capital qui fait plus de 2 fois, finalement, la performance de son résultat net. Donc il peut cutter ses ventes et conserver une performance tout à fait honorable, juste de par le rendement du capital, sachant que son concurrent, lui de son côté, aura continué à courir derrière ses ventes, sans édifier finalement le capital de sa boîte qui aura un rendement propre, même le jour où il mourra. Et tu me disais, est-ce que toute boîte connaît ses cycles ? Oui, toute entreprise connaît ses cycles. Par contre, il y a des conglomérats qui ont réussi à surpasser ces cycles en mettant en place un bon processus d'allocation de capital. Est-ce qu'ils arriveront à faire fi de l'épreuve du temps ? Je ne sais pas. On verra pour ce qui est de Berkshire Hathaway. On verra surtout à quel point est-ce qu'ils arrivent à conserver leur culture le jour où Warren Buffett mourra. Mais en tout cas, le seul moyen de rendre le plus possible sa société éternelle, c'est de se concentrer sur la constitution d'un capital qui aura un rendement propre décorrélé de la performance de ses ventes. Ok. Acheter des actifs, quoi. Ouais. Okay. Utilisez vos résultats, utilisez vos flux de trésorerie pour acheter des actifs qui dureront plus longtemps que vous. Ok. Ouais. Bon, super. Tout à l'heure, tu as parlé d'expatriation. Ouais. Donc aujourd'hui, est-ce que tu résides en Estonie ? Aujourd'hui, je suis résident estonien, tout à fait. Ok. Plus pour longtemps. Ok, voilà. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu là-dessus ? Déjà, est-ce que tu conseilles l'expatriation à des entrepreneurs ? Ah oui. Moi, je n'aurais jamais eu les performances que j'ai eues en si peu de temps sans l'expatriation, parce que ça m'a permis, faisant fi du point fiscal, parce que je pense que financièrement, il y a un réel intérêt à être en France, surtout au début, surtout vis-à-vis de ce que tu peux activer en matière de levier bancaire. En revanche, le plus gros défaut de la France, selon moi, c'est l'écosystème entrepreneurial. Tu vas faire soit face à des petits bourgeois subventionnés station F, soit face à des gens qui vont te tirer vers le bas avec une mentalité de merde. Alors que quand tu vas dans un écosystème, quand tu vas dans un paradis fiscal avec des gens qui sont des vrais libéraux et qui ont qui ont soif de performance et qui t'encouragent dans la performance et qui te partagent leur performance et qui te partagent leurs tips qui les amènent à performer, ça t'amène à des résultats beaucoup plus rapides et beaucoup plus pertinents d'un point de vue économique. Et c'était réellement la question que je me suis posée finalement quand j'ai eu le choix de partir bosser en Suisse en tant qu'ingénieur, le choix de partir créer mon logiciel chez Station F ou que sais-je, ou le choix de partir en Estonie, rencontrer cet écosystème entrepreneurial pour créer d'abord une boîte qui me permet de constituer des flux de trésorerie pour ensuite avoir les moyens de moi-même créer mon logiciel sans faire appel à la levée de fonds. J'ai choisi le troisième levier parce que c'était selon moi le moins risqué pour exister en tant qu'entrepreneur le plus longtemps possible, parce que j'allais apprendre des compétences auprès de gens qui sont pertinents finalement, existeront pendant longtemps parce qu'ils sont antifragiles. Et ils sont antifragiles, ils savent faire des ventes avec peu, ils savent faire naître une entreprise. Et je pense qu'on a vraiment oublié ça. On est très pessimiste aussi en France, et ça me coûte toujours de revenir ici de par le pessimisme ambiant. Et tu vois, quand tu fais part de tes résultats à tes proches ou autres, ils vont vraiment te dire mais qu'est-ce qui se passe mal, quoi. Alors que quand tu partages tes résultats à des amis à Dubaï, en Estonie ou que sais-je, c'est what next. Et ça fait quand même une grosse différence, je trouve. En revanche, la France a plein d'avantages. Je suis persuadé qu'il y a des cercles entrepreneuriaux intéressants en France. En tout cas, moi, je n'étais pas assez avancé dans le business pour les rencontrer aussi. Et j'ai eu la chance de très vite les rencontrer en allant en Estonie. Donc, ça dépend aussi je pense que c'est aussi des histoires de vie différentes. En tout cas, j'ai eu la chance, de mon côté, l'environnement dans lequel j'étais ne me poussait pas à entreprendre. Et l'environnement que j'ai rencontré en Estonie m'a permis d'avoir des résultats que je n'aurais jamais eu en étant en France. Donc pour ça, je suis ravi de m'être expatrié. Maintenant, c'est un vrai choix. Et c'est aussi, comment dire, on ne peut pas s'expatrier que pour l'argent aussi. Moi, j'adore être étranger dans un pays. J'adore ne pas comprendre les conversations autour de moi. Tu vois, quand je suis au restaurant, etc. Quand tu arrives en Estonie, que tu es à Tallinn,
les gens que tu rencontres, tes amis, ils parlent que business. Il fait nuit la moitié de l'année, tu vas faire que bosser. Quand tu vas te détendre, tu vas aller au spa avec, en l'occurrence, je vais y aller avec ma compagne, qui est aussi mon associé sur un de mes business. Et donc, sur le logiciel, qui est mon principal business aujourd'hui. Donc, je vis finalement pleinement ma vie d'entrepreneur, ma vie d'investisseur. Et tout le monde n'est pas prêt à faire ce sacrifice-là. Beaucoup, ont besoin de voir plus leurs proches, etc. Moi, c'était pas mon cas. Et c'est aussi pour ça que cette expérience était pertinente pour moi. Mais je ne le recommanderais. Si je le recommande, je ne le recommanderais pas à tout le monde. Ça dépend aussi beaucoup de qui tu es. Et la France peut être capitalistiquement extrêmement intéressant. Enfin, le régime holding français est un des meilleurs régimes holding d'Europe. Par contre, c'est un vrai gruyère. Et la France, c'est un vrai gruyère fiscal à bien des égards. Alors que l'Estonie, pour le coup, c'est pas du tout le cas. C'est un système qui est très simple. C'est beaucoup plus avantageux que la France, mais c'est ingrugeable. Alors que la France, en jouant sur différents leviers, on peut avoir un taux d'imposition plus bas qu'en Estonie. Ok. Et t'as dit plus pour longtemps? Ouais. C'est confidentiel aussi? Ouais. Je vais probablement m'orienter vers le pays qui a le régime holding européen le plus avantageux pour le coup. Encore plus avantageux que la France. Mais c'est encore, ça dépendra de certains paramètres pour le coup, je détaillerai peut-être ça dans un prochain épisode, une prochaine fois, mais j'attends que les choses soient construites avant d'en parler. Ok, très bien. Et justement, au niveau des hubs, un petit peu, tu as parlé de Paris, là, de Tallinn. Quels sont pour toi les meilleurs pays de tout ce que tu as pu voir pour l'expatriation? Aujourd'hui, tu es parti en Estonie, je pense depuis tu en as vu pas mal. Ouais. Est-ce que tu aurais fait le même choix si tu avais toutes ces connaissances? Alors oui, pour les gens que j'ai rencontrés. J'ai vraiment rencontré des gens extraordinaires en Estonie qui m'ont amené à avoir des résultats que je n'aurais jamais pensé avoir. Je m'étais fixé des objectifs en matière de revenus, de gens de ma boîte, etc. À 5-10 ans, je les ai atteints au bout de 2. Et ça n'aurait jamais été possible sans l'Estonie de mon point de vue. Donc non, à refaire, je referai la même chose. Maintenant, j'aurais fait le même voyage. Par contre, peut-être que j'aurais d'abord commencé par créer une société en France pour déployer plutôt une succursale en Estonie plutôt que créer une société estonienne directement pour constituer de l'historique bancaire en France. Peut-être que j'aurais fait ça en plus. Mais après tout, finalement, les résultats que j'ai faits sur mes premières années sont infimes vis-à-vis de ce que je vais faire dans les 10 prochaines années. Donc ce n'est pas très grave. Et pour la tranquillité d'esprit aussi que t'offre l'Estonie en matière de bureaucratie, etc. Ça valait vraiment le coup parce que j'ai pu vraiment me concentrer sur mon entreprise pendant ces 3 premières années, plutôt sur mes entreprises pendant ces 3 premières années, plutôt que de me concentrer sur des choses qui, de la petite expérience que j'en avais en France, allaient me prendre beaucoup de temps, d'autant plus que c'était vraiment pas ma qualité première que de gérer l'administratif d'une société, quoi. Ok, d'accord. Et Dubaï, qu'est-ce que t'en penses? J'y vais souvent. Pour le coup, beaucoup de gens parlent de Dubaï sans connaître Dubaï. Je connais bien Dubaï, j'ai de la famille à Dubaï. J'ai mon parrain qui est aussi un de mes mentors, qui était bien placé en finance. Il a développé des algorithmes un petit peu comme ce qu'on a pu développer pour la Banque de France, le Crédit Suisse. Il a scalé l'équipe tech d'une société qui s'est introduite au Nasdaq en prenant un beau ticket. Donc je connais Dubaï sur un plan familial, je connais Dubaï sur un plan entrepreneurial. C'est un lieu qui est un petit peu comme les États-Unis. Quand tu en reviens, tu es plein d'énergie parce qu'il y a beaucoup de gens optimistes, parce que c'est un lieu qui bouge vite. C'est un pays qui est admirablement bien géré. C'est vraiment géré comme une entreprise, comme une entreprise qui a comme OKR finalement le bonheur des gens. Ça c'est remarquable. En tout cas le bonheur de ses résidents pour être attractif, etc. Maintenant, ça a des défauts. Curieusement, on parle assez peu de la pollution, et moi, c'est ce qui me dérange le plus à Dubaï. Respirer, c'est un truc que j'aime bien faire. C'est quand même une des villes les plus polluées du monde. Alors que Tallinn, c'est c'est la capitale la plus verte d'Europe. Donc j'ai grandi à la montagne, et pour moi, être dans un endroit où l'air est sain, c'est un truc que j'aime bien, quoi. C'est sympa, ouais. Autre point, de la même manière, j'ai grandi encore une fois à la campagne, et le fait de perdre 2 heures dans les transports, moi, ça m'insupporte. Et Dubaï a cette problématique. C'est une ville qui est en long tout au long de la mer. Si t'as un rendez-vous à downtown, puis un rendez-vous à la marina, et que t'es en heure de pointe, tu vas perdre 1h30 dans les transports, et ça me dérange aussi.
Et ensuite, les entrepreneurs que tu auras à Dubaï seront différents des entrepreneurs que tu as en Estonie. Maintenant, il faut pas réduire non plus. Maintenant, t'as des gens vraiment extraordinaires à Dubaï. Et il ne faut pas réduire le terroir entrepreneurial de Dubaï aussi à ce que l'on voit sur Internet. J'ai rencontré des gens mais à Dubaï sur des business complètement différents, justement sur l'intelligence artificielle, sur différentes choses c'était super inspirant, c'est très intéressant. Et aujourd'hui, c'est une ville qui, de par, c'est un lieu qui, de par le libéralisme qu'il offre, de par la place libérale que c'est, attire les gens les plus smarts du monde. Et c'est exceptionnel. Enfin, moi, j'adore y aller pour rencontrer des gens. J'adore y aller pour regagner en motivation. J'adore y aller l'hiver parce que il y a de la lumière, contrairement en Estonie, et il fait bon. L'été, par contre, c'est un enfer, je te déconseille. Mais par contre, je n'y vivrai pas parce que ça coche pas les cases de ce que j'ai besoin. En revanche, une fois que j'aurai terminé la structure de ce que je suis en train de structurer, je n'exclus pas le fait de retourner en Estonie parce que c'est réellement un lieu qui, selon moi, coche toutes les cases de ce que je recherche dans un lieu de vie vis-à-vis de la culture, vis-à-vis de la sécurité, vis-à-vis de la pureté de l'air, vis-à-vis de la nourriture. Ça coche vraiment toutes les cases de mon point de vue, quoi. C'est justement la question, c'est une parfaite transition, c'est la question que j'allais te poser. Est-ce que tu te vois revenir en France, pour vivre en France, par exemple, pour tes vieux jours ou quand vous aurez des enfants, ou alors plus du tout? Non, plus du tout. Plus du tout. La France, c'est surtout politiquement beaucoup trop loin de mes convictions, économiquement aussi. C'est pas un modèle. Le modèle de société qu'a choisi la France aujourd'hui n'est pas le modèle que je souhaite dans lequel je souhaite éduquer mes enfants. Je souhaite absolument pas que mes enfants soient sujets à l'éducation que j'ai pu recevoir en ayant profité de l'école publique française, parce que c'est beaucoup trop orienté politiquement, de mon point de vue. Et non, actuellement, non. C'est dommage. Enfin, c'est un pays que j'adore et je paye d'ailleurs beaucoup d'impôts en France. On verse quand même plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois de TVA à la France. Donc, je vais relocaliser certaines sociétés, des filiales du coup en France, etc. On a d'ailleurs par le biais d'un partenaire, on a plusieurs sociétés en France. Mais donc ça me dérange pas de payer quelques impôts en France, etc. et de rendre à cette nation ce qu'elle m'a offert. Mais par contre, je ne me vois absolument pas construire ma famille là-bas, parce que c'est plus du tout, encore une fois, un lieu qui coche mes attentes pour ce qui est du fait de vivre. Ok, c'est hyper intéressant d'avoir ton retour. Je pense que ça en intéressera plus d'un au niveau de l'expatriation. C'est la première fois qu'on aborde ce sujet. On a parlé d'allocation de capital en société, d'expatriation. Tout à l'heure, tu as parlé du prêt lombard. Je t'ai pas relancé dessus. Est-ce que tu pourrais peut-être détailler un peu ce que c'est? Bon, le principe du prêt lombard, pour la faire simple, c'est d'avoir la possibilité de nantir des titres financiers pour lever de la dette dessus. C'est-à-dire que souvent on dit le problème de la bourse par rapport à l'immobilier, c'est qu'on ne peut pas lever de dette. C'est faux. C'est faux. On peut nantir ces titres financiers, donc hypothéquer ces titres financiers pour lever de la dette dessus. Et il y a notamment le prêt lombard, qui est un prêt d'ailleurs qu'on peut activer aussi en Estonie. C'est une loi européenne, me semble-t-il, qui nous permet du coup de nantir nos titres financiers pour lever de la dette. Donc voilà, tout simplement. Donc, par exemple, si j'ai 100 000 euros investis en bourse, je pourrais lever 100 000 euros ou je pourrais lever plus? Non, tu vas avoir un discount qui va être appliqué généralement. Donc donc tu vas pouvoir lever entre en gros 50 et 100% de la somme selon l'actif sur lequel tu es positionné. D'accord. Si tu es positionné sur des actifs classés à haut risque, tu seras plutôt à lever donc 50% de la somme que tu nantis. Ouais. Si tu es positionné sur des actifs qui sont considérés comme plus sécures par l'organisme financier par lequel tu passes, tu vas pouvoir... Ok. Voilà. Et tout à l'heure, tu as parlé aussi des avantages fiscaux de la France. Ouais. Est-ce que tu pourrais peut-être un peu détailler ça? Je pense que ça en intéresse pas mal. Il y en a tellement. Enfin, je veux dire, tu vends de la formation, tu peux ne pas payer de TVA, ce qui est quand même hallucinant, via l'obtention d'un numéro NDA, si ta formation coche un certain nombre de cases, bien évidemment. Le régime holding de la France est fabuleux. Si tu revends une société et que tu réinvestis le fruit de ta revente dans l'économie réelle, tu as également des avantages fiscaux monumentaux. Il
il y en a tellement, et je ne suis d'ailleurs pas la personne la plus qualifiée pour en parler, mais c'est juste effrayant à quel point plus un pays, et Friedrich von Hayek en parlait très bien, plus un pays tend vers le socialisme, plus il est corrompu, quoi. Je trouve que je trouve que la densité, je trouve que la densité de notre code fiscal témoigne vraiment de la corruption, parce que toutes les lois sont faites pour les copains, quoi. Et tu as vraiment, avec un bon avocat fiscaliste en France, c'est hallucinant ce que tu peux faire. Et et je trouve ça terrible pour le petit artisan ou le petit entrepreneur qui est finalement le réel acteur de l'économie réelle, parce que sans ces créateurs de valeur là, ce pays il tombe, quoi. Et c'est ces créateurs de valeur là qui sont les premiers à se faire taper dessus. C'est bien dommage. Mais bon, ça c'est de la considération politique et c'est pas forcément ce dans quoi j'ai envie de rentrer. Mais en tout cas, oui, la France a de nombreux avantages fiscaux, et en pratiquant le métier que je pratique, en côtoyant des gens très fortunés, plus j'approfondis le sujet, plus je tombe des nues, quoi. Ok. Enfin, imagine Laurent Fabius qui met en place l'impôt sur la fortune. Toute la fortune de sa famille, elle était en art. Du coup, le seul truc qui rentrait pas dans l'ISF, c'était l'art, quoi. Et ça, c'est un exemple, mais parmi tant d'autres, et c'est quand même hallucinant, quoi. Et ça, t'as ça pour tout en France. Je trouve ça très dommage. Ouais, ok. Taux de corruption, putain, plus un pays est socialiste, plus il est corrompu, quoi. Et c'est dommage parce que ça part d'une très bonne intention, mais ouais, c'est malheureux. Mais c'est comme ça. Ok. Je te propose qu'on reparte sur peut-être des conseils que tu donnerais à des entrepreneurs pour investir intelligemment, pour même placer intelligemment leur capital, allouer intelligemment. Est-ce qu'il y a un montant à partir duquel tu conseillerais à un entrepreneur de commencer à investir sur une allocation de capital externe, donc en bourse ou en immobilier? Un montant qui génère, par exemple, par mois? Pour un entrepreneur, ça dépendra de son besoin en fonds de roulement. C'est-à-dire que si tu as un besoin de fonds de roulement de 10 000 euros, à partir du moment où tu as 6 mois de besoin en fonds de roulement de couvert, il faut que tu inities la chose. Même si c'est pas beaucoup, il faut initier ne serait-ce que la démarche, que d'aller rencontrer tes partenaires bancaires ou de te former et de faire ça par toi-même. Mais il faut en tout cas au moins initier la démarche pour que le jour où tu te retrouves à avoir une grosse somme d'un coup qui te tombe dessus, tu n'aies pas besoin de faire appel à moi ou à un confrère, ce qui va te coûter très cher. Non, vraiment, en fait, l'incompétence, ça se paye cher, et je trouve ça, et beaucoup se retrouvent à faire d'énormes erreurs quand ils revendent leur société ou quand ils se retrouvent à avoir un gain court terme conséquent, alors que s'ils avaient initié la démarche de se mettre à placer un tout petit peu et appris finalement avec peu d'argent, le jour où ils se retrouvent à avoir beaucoup plus d'argent, ils sont beaucoup plus intelligents financièrement pour réagir à cette somme-là et pour placer cette somme-là intelligemment. Et c'est réellement ce que je conseillerais, que d'initier la démarche pour faire ça plus intelligemment à terme. Ok. À partir de 6 mois de fonds de roulement, à partir de 6 mois de besoin en fonds de roulement pour un entrepreneur, à partir de 6 mois d'équivalent de ce que tu dépenses mensuellement pour un particulier. Ouais, ok, d'accord. Et justement, pour un particulier, à force de parler des avantages des sociétés, de l'investissement en société, il y a beaucoup de particuliers qui n'ont pas de société, qui sont simplement salariés, qui se posent la question, est-ce que c'est intéressant pour moi d'ouvrir une société pour investir, par exemple? C'est une question qui peut paraître bête, qui l'est pas. Et je voulais avoir ton avis là-dessus. Déjà, on a tendance, surtout sur Internet, à beaucoup décrédibiliser par rapport à l'entrepreneuriat le statut de salarié, en parlant de rat race, etc. Je trouve que c'est une bêtise. Sans salarié, le pays ne tournerait pas, premièrement. Et deuxièmement, le CDI, c'est quand même vraiment le signe blanc des banques, comme aime à le dire mon ami Fouad Berlin, que je salue, et qui a d'ailleurs un excellent podcast sur cette thématique avec Hugo H, qui est le podcast d'IM. Et d'IM Podcast que je recommande. Mais vraiment, il y a cette en France, et puis t'as été fonctionnaire, etc. Tu connais ça. Enfin, si tu toques à la porte d'une banque en étant fonctionnaire, etc., tu peux lever des sommes hyper conséquentes pour de la résidence fiscale, pour de la résidence principale, qui est d'ailleurs une niche fiscale incroyable. La résidence principale, on en parle peu, mais c'est quand même une niche fiscale quand même hallucinante. Souvent on dit la résidence principale est un passif. En France, tu peux quand même faire de belles choses avec. Et 6 mois, en revanche, avec mon statut d'indépendant, je viens toquer à une porte, je ne serai pas d'une banque, je ne serai pas du tout traité de la même manière. Donc de ce point de vue-là,
le salarié, avant de se poser la question de se mettre à investir en société, s'il a son statut salarié, selon moi, il devrait maximiser son levier bancaire, sachant que d'ailleurs les taux d'intérêt réels actuellement restent négatifs, parce que malgré les taux d'intérêt relativement hauts au niveau de la banque, l'inflation est supérieure, et il ne faut pas oublier que tes taux d'intérêt que tu payes au niveau de ton emprunt, tu peux les renégocier le jour où les taux où ton Euribor rechute, quoi. Donc c'est pas un problème selon moi. Ensuite, il y a ce fameux cadran du cash flow de Robert Kiyosaki que je trouve très intéressant. Et en effet, si vous en avez la possibilité, c'est le chemin qu'a suivi notamment ma compagne, si vous avez la possibilité, après avoir levé de la dette ou autre, de passer de salarié à freelance, en multipliant par 3 votre niveau de revenu, mais en prenant du coup la responsabilité de vous constituer vous-même votre patrimoine, oui, c'est pertinent de mon point de vue. Et une fois qu'on a compris ce processus de travailler de manière indépendante, si on l'apprécie, on peut réfléchir à passer dans la 3e case du cadran du cash flow qui est celui de chef d'entreprise et d'amener d'autres freelances finalement à notre écosystème et de faire grossir la boule de neige pour ensuite se mettre à réallouer les flux de trésorerie de cette entreprise-là en tant qu'investisseur. Ok. Donc en fait, monter une société à partir du moment où ça devient déjà notre activité et pas monter une société pour monter une société, quoi. Bah, hormis c'est pour de la SCI, Oui. de la SCI, En il y immobilier. a du patrimoine immobilier dans la famille, de la SCI pour transmettre de l'immobilier ou autre, c'est vieux comme le monde, ça marche très bien, c'est fait pour ça. Mais non, par contre, pour créer une société par rapport, ne serait-ce qu'au coût que ça, hein, un comptable, un ceci, un cela, ça a des coûts une société. Ouais. Il faut absolument y mettre une activité à l'intérieur, sinon ça ne sert à rien de mon point de vue. T'as de l'immobilier, toi, à titre personnel? Non. Okay. Non. Je ne compte absolument pas. Comment dire? J'ai un nom à rallonge. J'ai arbitrairement hérité des 4 piliers de capitaux de Bourdieu, économique, social, politique, symbolique. Et je souhaite réellement porter mon nom et ne pas être porté par lui. Je souhaite vraiment me constituer mon patrimoine moi-même et ne pas du tout attendre quoi que ce soit de ma famille. J'ai déjà eu beaucoup de chance vis-à-vis de l'éducation que j'ai reçue, vis-à-vis de tout ce que la France a pu m'apporter, etc. Mais quand je suis parti en Estonie, je suis parti avec pas grand-chose et c'était vraiment mon souhait en demandant à mes parents de plus rien me donner, etc. Je voulais vraiment vivre ça seul et être vraiment libre finalement de mon enrichissement, être vraiment responsable de ce que j'allais construire. Et je souhaite continuer dans cette voie-là. Donc, j'hériterai probablement d'immobilier, mais mais si je peux faire en sorte que mes sœurs prennent tout, ça me va très bien, si tu veux. Mon souhait, c'est de continuer à suivre ma ligne directrice. Et je possède de l'immobilier aujourd'hui en bourse via des Real Estate Investment Trust, mais je ne possède pas d'immobilier physique. Ok. Et c'est pas quelque chose que tu comptes acquérir peut-être les prochaines années? Je n'exclus pas le fait j'ai dans mes clients un marchand de biens d'un niveau astronomique. Et je n'exclus pas si une de nos filiales en France constitue un historique bancaire hautement valorisable, de m'associer avec lui pour que lui en profite. Mais je le ferai également sur un modèle du coup de joint venture. Ouais, c'est ça. Ok, très bien. T'es l'auteur de Enseigner l'argent à vos enfants. Tout à fait. Est-ce que peut-être tu peux nous partager quelques conseils ou préconisations que tu aurais sur une éducation dont d'ailleurs tu viens de faire part, tu as peut-être toi-même reçu d'une certaine manière. J'ai lu le livre, très intéressant. Peut-être est-ce que tu aurais quelques conseils pour tous ceux qui nous regardent et qui sont parents et qui ne savent peut-être pas quoi faire? Déjà se mettre à en parler, démystifier ça, impliquer les enfants dans les différentes transactions, jouer à certains jeux, les pousser à être créateurs de valeur. Tu vois, j'ai le fils, d'ailleurs, je l'ai cité dans le livre, j'ai le fils de mon premier client qui a 12 ans, avec ses copains, tu vois, ils se sont réunis. Ils ont demandé à sa grand-mère une dizaine d'euros. Ils sont allés acheter du sucre, de la farine, etc. Ils ont fait des gaufres. Ensuite, ils ont fait du porte-à-porte dans tout le village, tu vois, en vendant des gaufres 5 euros. Et avec l'innocence d'un enfant de 12 ans, tu lui donnes 5 euros. Mais ils ont raison. Ils jouent finalement avec, Ouais. ils jouent avec une force qui est la leur. Enfin, nous, finalement, par rapport à des gens qui feraient de la publicité froide, quand nous, on a pris le temps de développer une audience et qu'on propose un produit, bien sûr que les gens sont plus, ouverts à l'idée de nous faire confiance parce qu'on a leur confiance et de la même manière, un enfant, t'as tendance à lui faire confiance, etc. T'as envie de l'aider, tout comme notre audience a envie de nous aider. Et je suis infiniment reconnaissant à toute mon audience parce que il y a beaucoup de bienveillance finalement dans la relation, je pense mutuelle que je peux avoir avec eux. Et ça c'est très chouette. Et donc tu vois le
Cyril est parti comme ça, toquer à la porte avec ses copains, etc. Ils sont revenus, ils avaient fait une 60aine d'euros, ils ont redonné 10 euros, tu vois, à la grand-mère, et ils avaient compris, du coup, cette mécanique économique, ils avaient démystifié le fait d'aller demander, etc. Et ça, c'est typiquement aussi des ateliers dont je parle, tu vois, dans le bouquin, et ensuite, parler de dettes, les amener à gagner un petit peu d'argent tôt. J'ai très vite gagné de l'argent aussi, par moi-même, même si j'en en avais pas besoin. J'ai grandi dans un milieu où je n'avais pas besoin d'argent. Par contre, depuis l'âge de mes 14 ans, j'ai bossé tous mes étés. Au début, avec des oncles, etc. Et puis à partir de 16 ans, j'ai fait de la maçonnerie au Black, tu vois, pendant mes étés, voilà, entre autres. Mais c'était une école incroyable, hein. À côtoyer des milieux différents. J'ai toujours aimé ça d'ailleurs. Et puis à vivre des moments forts. Donc ouais. Voilà, des conseils en tout cas que je donnerais. Sensibiliser les enfants à la création de valeur, les amener à bosser tôt, à comprendre ce que c'est que l'argent, les différents conseils que j'ai pu lister dans le bouquin, par tranche d'âge. Puis sensibiliser, et surtout, bien évidemment, les sensibiliser aussi, mais bon, ça, c'est pareil, c'est une redite sur Internet, c'est un concept qui a été vu et revu, mais à la notion d'actif et de passif. Parce que c'est réellement un point fondamental sur lequel trop de gens encore se trompent. Trop de gens vont rechercher le prestige. On est biberonné au prestige toute notre enfance. Et d'ailleurs, toute notre vie d'adulte aussi, en nous faisant miroiter le bon poste. Une fois que tu auras le bon poste, il te faudra la bonne voiture, la bonne maison, les bons vêtements, etc. Alors que, honnêtement, le profit, viser le profit, c'est peut-être moins sexy, mais ça rend plus libre. Et une fois que t'as le profit, le prestige suit, quoi. Donc ne pas courir après le prestige, courir après le profit, et ne pas faire l'erreur de s'acheter des passifs comme une voiture une voiture de belle marque ou autre avant d'avoir constitué des actifs qui permettront de financer ce genre de passif, tout simplement. Oui, c'est un super conseil qu'il faut rappeler de temps en temps. Ouais. Comment tu te vois les prochaines années? Tu en avais parlé, je crois, dans un podcast, il me semble. Quels sont tes objectifs à la fois financiers et comment tu comptes les atteindre? Si tu veux nous partager ça. Ouais, en objectif, ça, c'est entre plusieurs dizaines de millions. J'ai capé mon objectif à 100 millions. Je pense qu'il faut vraiment, peut-être que je réduirai un petit peu le cap. C'est important de savoir caper son objectif. De la même manière, c'est Fouad qui me partageait ce principe-là en me disant qu'il y a on parle souvent de 80-20 quand on parle de Pareto, mais on parle pas assez de l'optimum de Pareto, qui est finalement le fait que quand tu as plusieurs paramètres, imagine tu as 3 V1, si tu as envie d'optimiser un V1 à 100%, tu es obligé de compresser du coup 2 V1 à 60. Et de la même manière, si je pousse trop le levier finalement si je pousse trop le levier du patrimoine, je serai obligé de compresser la partie temps, la partie santé, qui sont deux choses que j'aime bien, tu vois aussi. et j'ai l'objectif d'avoir, j'ai pas encore d'enfants, ça fait partie des projets, etc. Donc aujourd'hui, il y a un vrai souhait d'édifier un patrimoine qui, de toute façon, va campant dans le temps. Les 10 millions sont déjà aujourd'hui quasiment assurés sur une perspective de 20 ans. Et l'idée, c'est de mettre en place des éléments qui permettront de créer de la valeur ajoutée pour les gens pour qui on souhaite créer de la valeur ajoutée et viser les 100. Voilà, ça fait partie des projets parce que selon moi, ça me donnera aussi en fait une capacité d'avoir de l'impact sur des projets qui me touchent à cœur. Tu vois, dans les projets de logiciels qu'on compte lancer à terme avec Estelle, il y a notamment un projet, tu vois, sur les gens qui sont atteints du syndrome de l'enfermement. Sur en fait un projet qui permet à ces gens-là de communiquer grâce à une application. Et ça, c'est typiquement un logiciel qu'on va lancer qui n'aura pas du tout de but lucratif. Mais c'est quelque chose. Mais aujourd'hui, ce qui est dramatique, c'est que forcément, quand t'as des connaissances, un cerveau qui tourne bien et des équipes, tu vas chercher forcément ce qui va amener au plus de performance. Et nous, on a aussi vraiment ce souhait bien évidemment de faire du blé, mais de redéployer ensuite ce blé-là dans pour des thématiques qui sont assez peu servies finalement. Donc il y a cet objectif-là, et cet objectif-là, il va s'atteindre par le biais d'associations, surtout aujourd'hui. On a les équipes pour déployer du logiciel rapidement. On a des modèles d'acquisition qui nous permettent d'avoir des gens qui tous les mois, plusieurs milliers de personnes qui tous les mois s'intéressent à notre contenu financier, donc développer réellement cet écosystème et continuer à intervenir aussi dans des boîtes qui grossissent. Je suis de plus en plus sollicité par des sociétés qui font aujourd'hui entre 1 et 20 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel pour justement dans leur processus d'allocation de capital pour les aider à se valoriser. Et je pense que dans ma stratégie, je prendrai aussi de plus en plus des parts finalement dans ces boîtes-là dans lesquelles j'interviens pour faire croître le patrimoine.
Ok. Ce sera à horizon de combien de temps, tout ça? L'horizon le patrimoine à terme, on parle de 50 ans. Mais par contre, le setup du groupe, les bases du groupe telles que je l'ai en tête aujourd'hui, on parle de 5 ans pour mettre en place toutes les pièces. Ensuite, je verrai à quel point est-ce que je souhaite continuer à m'étendre, ou à quel point on met plus ça dans une dynamique dans laquelle des gens feront croître chacune des verticales sans que je cherche à en faire pousser d'autres. Ok. Ça dépendra aussi de la situation familiale. De toute façon, rien n'est jamais écrit. Ouais. Mais en tout cas, le processus que je suis, si telle est la question, c'est un processus à la Henry Singleton finalement de conglomérat en décentralisant la création de valeur, notamment via le levier du joint venture. Ok. Est-ce que ça, c'est quelque chose, c'est une question aussi que je voulais te poser. Est-ce que c'est quelque chose que tu conseillerais à tous les entrepreneurs de voir grand, d'avoir une vision de conglomérat ou pas du tout? De conglomérat, pas forcément, parce que c'est pas, je pense que c'est pas, j'ai un très très bon ami, qui m'a vraiment aidé en matière de structuration personnelle, qui est brillant, il a fait HEC, etc. Et on s'est rencontrés à Tallinn. Et c'est l'inverse de moi sur un profil MBTI. C'est-à-dire qu'il est, on est vraiment l'inverse. Il est introverti, il est extrêmement soucieux du moindre détail, etc. Moi, j'ai tendance à être plus dans l'initiative, etc. On est à l'exact opposé. Et lui, il est extrêmement bon pour faire croître une boîte et l'amener à un niveau d'optimisation incroyable. Moi, je suis très bon du 0 au 80%, mais j'ai pas du tout l'énergie pour aller chercher le 82, 83, 84. Et là, c'est plutôt des profils comme ça qui sont intéressants. Mais si tu as un profil, donc en fait, ça dépend vraiment de qui tu es toi. Et si tu as un profil où tu es vraiment si tu aimes ta marque et tu veux juste pousser que ta marque toute ta vie, il y a un intérêt à voir grand, par contre, toujours, mais au travers de ta société. Et ce qui est intéressant dans le fait de voir grand, j'ai toujours aimé dès ma première année, je m'étais mis un objectif de 500 000 euros de chiffre d'affaires. L'année dernière, je me suis mis un objectif de 5 millions. À chaque fois, je ne l'atteins pas. Par contre, c'est des objectifs qui sont tellement gros par rapport à mes performances initiales que ça m'oblige à réfléchir out of the box. Et ça, il y a un certain intérêt. Il faut faire attention, je pense, là-dedans. Il y a aussi des périodes de vie. Il faut accepter, à un certain stade, il faut accepter aussi que sa boîte stagne et les résultats, si tu as un bon rendement sur ton capital, c'est très bien, tu vois, de faire, voilà, si tu arrives à faire vivre toutes tes équipes, à verser ton large dividende à la fin de l'année, après tout, pourquoi chercher plus? Mais en tout cas, dans une phase de développement, dans une phase de croissance, je trouve qu'il y a un réel intérêt à penser 10x à la Grande Cardone pour penser out of the box, pour réfléchir différemment de ce que tes concurrents peuvent faire, de ce que le marché peut attendre de toi, et faire x10. Parce que il y avait personne dans l'écosystème, j'aime pas ce terme-là, mais infoprenarial, qui dès l'année 2 s'est mis à lancer un logiciel. Et nous, c'est l'ambition qu'on a eue parce que c'était ce qu'on pensait être le plus juste pour atteindre les résultats financiers qu'on espérait atteindre. Et on a eu raison de le faire. Et ça aujourd'hui, ça nous ouvre des portes, le fait d'avoir créé ce logiciel, qui sont juste hallucinantes et qui vont nous permettre de réfléchir un x10 par rapport aux résultats actuels pour les années qui vont suivre. Et c'est l'idée. Ok, bon bah très bien. Peut-être un dernier conseil que tu aimerais partager? On a souvent tendance, notamment quand on pense à ces notions de x10, de se dire il faut que je réfléchisse à faire les choses du coup vraiment différemment pour aller encore plus loin. Mais ça, c'est valable pour peut-être 20% de ta stratégie. 80% de tes résultats seront associés au fait de faire la même chose, mais pendant faire la même chose, qui est parfois un petit peu boring, mais pendant une période de temps très très longue et avec beaucoup de résilience. Et finalement, si tu continues à faire ce que tu fais pendant 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, les résultats sont exceptionnels. On est sur le podcast du coup Finfluence. On parle souvent du coup d'effets cumulés vis-à-vis de l'argent. Mais moi aujourd'hui, le pôle de ma vie qui est le plus sujet à l'effet cumulé, c'est d'ailleurs un de mes plus gros actifs, c'est mon audience. Parce que mon audience double tous les 10 mois. Et ça, c'est juste le fruit d'un travail régulier de publication de vidéos, sur lequel d'ailleurs je ne suis pas le meilleur. Mais continuez, n'hésitez pas à faire des choses qui sont cumulatives et à les réfléchir vraiment dans la durée pour être sujet aux intérêts composés qui sont de très très loin la 8e merveille du monde. Bon, super. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Chaîne YouTube, Parlons long terme, principal créneau. Sinon, vous pouvez me contacter sur LinkedIn. Je réponds à tout le monde.
Super. Encore merci Rémi pour ton expertise et tout ton partage. Avec plaisir, Jaolan. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si ça vous plaît. On fait toujours cet effort d'avoir des invités d'exception et on continuera de faire cet effort. Donc merci à tous pour votre soutien.